Bonjour à tous. Il y a 3 ans, j'ai posté une vidéo qui s'intitule Un extrait, une question, No et moi par Delphine de Vigan. Ma démarche consistait à vous lire un extrait du roman No et moi qui soulève des questions, des doutes, des hypothèses ou des énigmes dans le but d'obtenir des réponses diverses de la part des lecteurs qui s'interrogent comme moi. Malheureusement, personne n'a joué le jeu, personne n'a participé, et je voulais que les commentaires servent de tribune pour vous permettre de débattre entre vous sur les thèmes du roman que j'ai questionné et qui sont restés sans réponse. Aujourd'hui, je réitère cette expérience, avant tout par plaisir, en évoquant un autre roman que j'ai lu en entier. Il s'agit du Parfum, le parfum de l'auteur allemand Patrick Süskind. Voilà. Alors j'ai choisi de vous lire 2 extraits au lieu d'un parce qu'il est important, il est vraiment nécessaire dans notre sujet de comparer et de confronter les 2 extraits, déjà. Et avant de vous lire les extraits et de les commenter, je vais résumer la première partie du récit qui se situe avant les 2 extraits, ce qui va vous permettre de comprendre le contexte. Et avant de commencer, eh bien, j'ai envie de vous recommander la lecture de ce livre si vous aimez les grandes et belles plumes, parce que la plume de Patrick Süskind est vraiment extraordinaire. J'ai accroché du début à la fin, c'est vraiment très bien écrit. Donc je vous le recommande vivement, vraiment. Alors, le roman Le Parfum, Histoire d'un meurtrier, raconte le parcours d'un individu hors norme qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille, qui est né à Paris le 17 juillet 1738 dans la puanteur d'un étal de poissons. Cette précision est importante. Il faut savoir que sa mère avait mis au monde avant lui quatre enfants morts-nés ou qui se sont confondus avec les déchets de poissons et donc qui ont été emportés avec eux. La mère portait sur elle un couteau au moment où son 5e bébé vient au monde. Alors, elle va être arrêtée par la police, elle va être ensuite condamnée pour infanticide et elle sera décapitée. Le nourrisson, qui ne porte pas encore de nom, est confié à une nourrice, puis à plusieurs autres, successivement. Et tour à tour, ces nourrices se débarrassent du bébé. Voilà. Le bébé va être baptisé et recevoir le prénom de Jean-Baptiste au cloître Saint-Méry. Sa dernière nourrice, Jeanne Bussy, elle l'a gardé quelques semaines et elle finit par elle décide de remettre le bébé à un moine. Donc elle frappe à la porte du moine et elle tente de lui faire croire que le bébé n'a pas d'odeur, que ce bébé ne sent pas, ce qui n'est pas normal pour elle. Voilà. Alors, le moine est un peu méfiant, il comprend pas très bien pourquoi elle lui dit ça. Mais la nourrice et le moine entament des pourparlers et le moine accepte de prendre en charge le bébé pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il se rende compte que le nez du bébé le met mal à l'aise. En fait, le moine a l'impression d'être pénétré dans sa chair par le nez de l'enfant, à tel point qu'il se sent très sale, il se sent souillé. Il a peur, et donc par peur, le moine se débarrasse de l'enfant et le confie à une nourrice qui s'appelle Madame Gaillard et qui garde déjà d'autres enfants chez elle. Alors, elle a la particularité de ne pas avoir d'odorat et elle a aussi le sens de l'ordre et de la justice. Voilà, c'est-à-dire qu'elle privilégie aucun des enfants, ils sont tous à égalité. Voilà. Et il faut savoir que les autres enfants de Madame Gaillard ont peur du nouveau bébé. Ils ont peur parce qu'ils voient des gestes bizarres, ils voient son nez bouger, etc. Donc ils ont peur du nouveau bébé.
Alors Jean-Baptiste reste en sécurité chez Madame Gaillard, hein, jusqu'à ce qu'un jour, elle aussi finisse par s'en débarrasser. Donc Madame Gaillard va confier le bébé à un tanneur. Elle va confier le bébé à un tanneur. Il faut savoir qu'à cette époque, au XVIIIe siècle, le tannage, c'était l'un des métiers les plus sales et le taux de mortalité était très élevé. Alors Grenouille accepte de faire les plus durs travaux pour le tanneur. Voilà. Et on ne sait pas comment, mais Grenouille survit. Il survit et il montre une force surnaturelle. Et il possède aussi un don exceptionnel qui va être le point central du récit, c'est-à-dire que il possède un odorat unique au monde. Alors, quand Jean-Baptiste Grenouille se promène à Paris, il a la capacité d'enregistrer et de mémoriser des milliers d'odeurs, des plus désagréables aux plus agréables, et on sait que Paris sentait très mauvais au XVIIIe siècle. Donc son don lui permet de mémoriser des milliers d'odeurs. Et un jour, en s'approchant d'une ruelle, il est attiré par le parfum d'une jeune fille en fleurs. Et, et là, il va commettre son premier meurtre. Il va commettre son premier meurtre dans le but de s'imprégner du parfum de la jeune fille. Après avoir commis ce meurtre, il trouve sa voie. Il veut en fait devenir le plus grand parfumeur de tous les temps. Et il décide alors de développer son don en se présentant comme apprenti auprès du grand parfumeur parisien Baldini, qui arrive en fait à un moment de sa vie où il est en panne d'inspiration, il cherche à copier son concurrent et son éternel rival Pélissier. Donc quand Grenouille se présente chez Baldini, Baldini au début est méfiant et il finit par accepter de faire travailler Grenouille à l'essai. Donc à l'essai, Grenouille en fait se propose de recréer à sa façon le parfum du concurrent, Amor et Psyché, dans l'atelier de Baldini. Donc l'exigence de Baldini, c'est que Grenouille fasse la copie exacte de ce parfum. Alors, Grenouille réussit ce défi, mais il s'est montré très maladroit dans l'utilisation des instruments, et ça, Baldini le remarque, et ça le met en colère. Bon. L'important, c'est que Grenouille ait réussi à convaincre Baldini. Donc, Baldini, qui maintenant est convaincu de son talent, il va retirer Grenouille de l'atelier du tanneur, Grimal, hein, j'avais oublié de donner son nom tout à l'heure, c'était Grimal, le tanneur, pour qu'il travaille dans sa parfumerie. Alors, évidemment, Baldini paye Grimal en guise de dédommagement, hein, pour pouvoir récupérer Grenouille. Et Grimal, qui est très content d'avoir reçu cette somme d'argent, il va en fait le jour même s'enivrer, voilà, boire de l'alcool. Et dans son ivresse, eh bien, il va se jeter dans le fleuve et il va mourir. Voilà. Voilà, donc Baldini récupère Grenouille dans son atelier, et grâce à Jean-Baptiste Grenouille, l'affaire de Baldini tourne bien. Le maître apprend à son apprenti à bien se servir des instruments pour ses compositions. Baldini note en même temps les formules dans son carnet de notes, et Grenouille devient un spécialiste de la distillation. Alors un jour, Grenouille tombe gravement malade chez Baldini, qui croit que c'est la fin, qui va donner son dernier souffle. Et en fait, sur son lit, Grenouille pose une question au maître, et cette question, en fait, va, on va dire, déterminer
son destin de meurtrier, son destin de tueur en série. Alors, donc Grenouille demande à Baldini, je vais vous lire la question. Dites, maître, y a-t-il d'autres moyens que l'expression et la distillation pour extraire des corps leur parfum? Extraire des corps leur parfum. Il parle des corps humains. Et Baldini, il croit que Grenouille est mourant et que ce sont ses derniers mots, il veut respecter ses dernières volontés, donc il répond à sa question. Et dans sa réponse, il l'incite à se rendre à Grasse, où il va pouvoir apprendre les techniques, va apprendre ces techniques-là. Alors Grasse, tout le monde connaît, hein, c'est une ville des Alpes-Maritimes qui est célèbre pour ses parfums. Voilà, et on apprend que Grenouille finit par guérir au bout d'une semaine. Après plusieurs années d'apprentissage, Baldini remet à Jean-Baptiste Grenouille son brevet de compagnon pour qu'il trouve du travail ailleurs qu'à Paris, et il lui fait prêter serment par rapport à une clause de non-concurrence. Alors Baldini remet aussi à Grenouille des vivres pour qu'il puisse tenir la route. Et pendant que Grenouille s'éloigne de Paris en direction de Grasse, Baldini éprouve des remords pour avoir exploité son apprenti, avoir exploité le don de son apprenti et s'être enrichi sur son dos. Voilà. Il a des remords et il va subir un destin funeste parce que en pleine nuit, la maison de Baldini, qui est située sur le pont au Change, elle s'effondre et tombe dans la Seine. Pour des raisons administratives, je n'en dis pas plus, je vous laisse lire le roman pour le découvrir, mais ce n'est pas par hasard. Donc Baldini et son épouse meurent sur le coup, et en fin de compte, Baldini a tout perdu. Il a perdu la vie, il a perdu sa maison, son commerce, ses rêves de gloire, son rêve aussi d'aller vivre, s'installer ailleurs pour vivre une retraite heureuse. Il perd son atelier, son cahier de formules secrètes, tout. Et en plus, on ne retrouvera jamais les cadavres dans la Seine. Tout ce qui reste de Baldini, c'est, on va dire, uniquement les odeurs, c'est toutes les odeurs de son commerce qui se répandent un peu partout sur la Seine, de Paris jusqu'au Havre. Et on va sentir ces odeurs, Paris va sentir ces odeurs-là pendant plusieurs semaines. La deuxième partie du roman s'ouvre sur le voyage à pied de Grenouille depuis qu'il a quitté Paris. Alors on a dit qu'il faisait route vers le midi, et pendant son trajet, il évite la ville d'Orléans et les villes en général, les villes et les villages. En fait, il cherche à fuir les hommes. Et c'est pour ça qu'il s'enfonce dans la campagne profonde, et plus précisément dans des buissons, pour ne pas croiser d'hommes. Il se fie à son nez pour se repérer et se déplacer, voilà. Et il va, comme il recherche la solitude, il va s'arrêter à un endroit reculé qui va attirer son attention. Et cela nous amène à l'extrait, le premier extrait que je vais vous lire, qui correspond au chapitre 24. C'est un chapitre qui décrit la montagne où Jean-Baptiste va poser ses bagages. Il ne sait pas encore qu'il va vivre là pendant 7 ans, reclus et coupé du monde, mais l'endroit qui est décrit dans le chapitre, c'est son abri pendant 7 ans. Il va dormir dans un cratère où il fait nuit noire. Il va survivre en se nourrissant de petits reptiles, et il va boire et en fait, il va lécher l'eau d'une roche pour boire. Voilà, c'est comme ça qu'il va survivre. Et cet endroit,
où il va s'arrêter, ça s'appelle le plomb du Cantal en Auvergne. C'est le plomb du Cantal. Ce pôle, le point qui dans tout le royaume était le plus loin des hommes, se trouvait dans le massif central en Auvergne, à 5 journées de marche environ au sud de Clermont, au sommet d'un volcan de 2000 mètres appelé le plomb du Cantal. La montagne était constituée d'un gigantesque cône de pierre grise, comme du plomb, et elle était entourée d'un plateau interminable et aride où ne poussaient que des mousses grises et des buissons gris, d'où émergeaient ici et là des pointes de rochers bruns, comme des dents gâtées, et quelques arbres calcinés par les incendies. Même au grand jour, la région était si désespérément inhospitalière que le berger le plus pauvre de cette province déjà pauvre n'y aurait pas à mener paître ses bêtes. Et la nuit, alors, à la lumière blafarde de la lune, elle paraissait à ce point déserte et déshéritée qu'elle ne semblait plus être de ce monde. Même Lebrun, le bandit auvergnat, recherché de toutes parts, avait préféré gagner les Cévennes pour s'y faire capturer et écarteler, plutôt que de se cacher au plomb du Cantal, où sûrement personne ne l'aurait cherché ni trouvé, mais où, tout aussi sûrement, il serait mort de cette interminable solitude, ce qui lui parut pire encore. À des lieues à la ronde, ne vivait ni un être humain, ni un animal à sang chaud qui fût digne de ce nom. Juste quelques chauves-souris, quelques insectes et des vipères. Depuis des dizaines d'années, personne n'avait gravi le sommet. Grenouille atteignit cette montagne une nuit d'août 1756. Quand le jour pointa, il était au sommet. Il ne savait pas encore que son voyage s'arrêtait là. Il pensait que ce n'était qu'une étape sur le chemin qui le menait vers des airs toujours plus purs. Et il tourna sur lui-même, en laissant errer le regard de son nez sur le gigantesque panorama de ce désert volcanique. Vers l'est, où s'étendait le vaste plateau de Saint-Flour et les marais de la rivière Rioux, vers le nord, du côté où il était arrivé, marchant des jours durant à travers le karst, vers l'ouest, d'où la légère brise matinale ne lui apportait que l'odeur de cailloux et d'herbes rêches, vers le sud, enfin, où les contreforts du plomb s'étiraient sur des lieues jusqu'aux gouffres obscurs de la Truyère. Partout, dans tous les azimuts, régnait le même éloignement des hommes. La boussole tournait en rond. Il n'y avait plus d'orientation. Grenouille était au but, mais en même temps, il était pris. Lorsque le soleil se leva, il était toujours debout au même endroit, le nez en l'air. Dans un effort désespéré, il tenta de flairer de quelle direction menaçait l'humanité, et dans quelle direction inverse il lui faudrait poursuivre sa fuite. Dans toutes les directions, il s'attendit à découvrir tout de même encore une bribe cachée d'odeur humaine. Mais rien de tel. Tout à la ronde, il régnait uniquement comme un léger bruissement, l'haleine homogène des pierres mortes, des lichens gris et des herbes sèches, et rien d'autre. Grenouille mit beaucoup de temps à croire ce qu'il ne sentait pas. Il n'était pas préparé à son bonheur. Sa méfiance se débattit longuement contre l'évidence. Il eut même, tandis que le soleil montait, recours à l'aide de ses yeux et fouilla l'horizon à la recherche du moindre signe de présence humaine. Le toit d'une cabane, la fumée d'un feu, une clôture, un pont, un troupeau. Il mit ses mains en pavillon derrière ses oreilles et guetta quelques tintements de faux, quelques aboiements de chiens ou quelques cris d'enfants. Il demeura toute la journée, par la chaleur la plus torride, au sommet du plomb du Cantal, à attendre en vain le moindre indice. Ce ne fut qu'au coucher du soleil que sa méfiance peu à peu fit place à une sensation de plus en plus forte d'euphorie. Il avait échappé à l'odieuse calamité. Il était effectivement complètement seul. Il était le seul homme au monde. Une énorme jubilation éclata en lui. Comme un naufragé après des semaines d'errance salue avec extase la première île habitée par des hommes, Grenouille célébra son arrivée sur la montagne de la solitude. Il criait de bonheur. Il jeta au loin son sac, sa couverture, son bâton, piétina sur place, leva les bras au ciel, dansa en rond, hurla son propre nom à tous les vents, serra les poings et les brandit triomphalement vers tout ce vaste territoire qui l'entourait et vers le soleil qui déclinait.
comme s'il triomphait de l'avoir personnellement chassé du ciel. Il se comporta comme un fou jusqu'à une heure avancée de la nuit. Grenouille, pendant ce temps, faillit une fois en hiver mourir gelé sans s'en rendre compte. Il était resté 5 jours dans le salon pourpre, et quand il se réveilla dans le boyau, il était paralysé par le froid. Il referma aussitôt les yeux pour mourir dans son sommeil. Mais il survint un changement de temps qui le décongela et le sauva. Une fois, la neige fut si épaisse qu'il n'eut pas la force de se frayer un passage jusqu'au lichen. Il se nourrit alors de chauves-souris raidies par le gel. Un jour, il trouva un corbeau mort à l'entrée de la caverne. Il le mangea. Ce furent les seuls événements extérieurs dont il eut conscience en 7 ans. Pour le reste, il vécut uniquement dans sa montagne, dans le royaume de son âme, qu'il s'était lui-même créé. Et il y serait resté jusqu'à sa mort, car il n'y manquait de rien, s'il n'était intervenue une catastrophe qui le chassa de la montagne et le recracha dans le monde. La catastrophe ne fut pas un tremblement de terre, ni un incendie de forêt, ni un glissement de terrain, ni un éboulement souterrain. Ce ne fut nullement une catastrophe extérieure, mais une catastrophe intérieure, et du coup particulièrement douloureuse, car elle bloqua la voie de repli qu'affectionnait Grenouille. Elle se produisit pendant son sommeil, ou mieux, en rêve. Ou plutôt, en rêve dans son sommeil, dans son cœur, dans son imagination. Il était couché sur le canapé du salon pourpre et dormait. Autour de lui, les bouteilles vides. Il avait énormément bu, terminant même par 2 bouteilles de parfum de la jeune fille rousse. C'était vraisemblablement trop, car son sommeil, quoique profond comme la mort, ne fut cette fois pas sans rêve, mais parcouru de fantomatiques bribes de rêve. Ces bribes étaient très nettement les miettes d'une odeur. D'abord, elles ne passèrent sous le nez de Grenouille qu'en filaments ténus, puis elles s'épaissirent et devinrent des nuages. Il eut alors le sentiment de se trouver au milieu d'un marécage d'où montait le brouillard. Le brouillard montait lentement, de plus en plus haut. Bientôt, Grenouille fut complètement enveloppée de brouillard, imbibée de brouillard, et entre les volutes de brouillard, il n'y avait plus la moindre bouffée d'air libre. S'il ne voulait pas étouffer, il fallait qu'il respire ce brouillard. Et ce brouillard était, on l'a dit, une odeur. Et Grenouille savait d'ailleurs quelle odeur c'était. Ce brouillard était sa propre odeur. Sa propre odeur à lui, Grenouille, était ce brouillard. Or, ce qui était atroce, c'est que Grenouille, bien qu'il sût que cette odeur était son odeur, ne pouvait la sentir. Complètement noyé dans lui-même, il ne pouvait absolument pas se sentir. Lorsqu'il s'en fut rendu compte, il poussa un cri aussi épouvantable que si on l'avait brûlé vif. Ce cri fit crouler les murs du salon pourpre, les murailles du château. Il jaillit hors du cœur, franchit les douves et les marais et les déserts, fulgura au-dessus du paysage nocturne de son âme comme une tempête de feu, éclata du fond de sa gorge, parcourut le boyau sinueux et se rua dans le monde extérieur, jusqu'au-delà du plateau de Saint-Flour. C'était comme si la montagne criait, et Grenouille fut réveillé par son propre cri. En se réveillant, il se débattait comme pour chasser le brouillard sans odeur qui voulait l'étouffer. Il était mort de peur, agité par tout le corps de tremblements d'effroi mortels. Si le cri n'avait pas déchiré le brouillard, Grenouille se serait noyé en lui-même. Une mort atroce. Et tandis qu'il était encore assis là, tout tremblotant, et qu'il battait le rappel de ses pensées confuses et effarées, il y avait une chose qu'il savait déjà avec certitude. Il allait changer de vie, ne serait-ce que parce qu'il ne voulait pas faire une seconde fois un rêve aussi affreux. Il n'y survivrait pas une seconde fois. Alors, dans ce deuxième extrait que je viens de lire, je vais faire quelques commentaires. D'abord, souvenez-vous, j'avais dit au début que la dernière nourrice de Jean-Baptiste, Jeanne Bussy, avait apporté le bébé au moine en lui disant que ce bébé n'a pas d'odeur, ce bébé ne sent pas. Voilà. Donc, dans cet extrait, d'abord, on nous dit que Grenouille a failli mourir gelée. On est en plein hiver dans la montagne d'Auvergne,
Et moi, d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que Grenouille n'a pas peur de la mort. Il est gelé, mais il n'a pas peur de la mort. Et le texte dit aussi qu'il crie, il pousse un cri parce que dans son rêve, en fait, il a peur du brouillard qui veut l'étouffer. Et le brouillard, c'est son odeur, mais c'est une odeur qu'il n'a pas. Et donc ça veut dire qu'il a peur d'étouffer en lui-même. Voilà. C'est donc ce chapitre est vraiment centré sur sa prise de conscience qu'il n'a pas d'odeur en fait. Et plus loin dans le chapitre 29, il retire ses vêtements qu'il portait sur lui depuis 7 ans, hein, c'est même plus des vêtements, ce sont des haillons, et il s'aperçoit qu'il ne sente rien. Il ne sente rien. Pour un être humain comme vous et moi, les vêtements se sentiraient si on les portait tous les jours, tous les jours, tous les jours sur nous, et surtout pendant 7 ans. Donc, chez lui, les vêtements ne sentent rien. Ils ne sentent pas son odeur. Et Grenouille a enfin la certitude qu'il ne sent pas sa propre odeur lorsqu'il retourne dans la caverne où il était resté couché pendant 7 ans. Il croit que cet endroit est censé conserver son odeur corporelle. D'abord, c'est ce qu'il croit. Et il s'aperçoit que ce n'est pas le cas, puisqu'il ne sent que l'odeur de la pierre, l'odeur de fraîcheur humide et salée. Je peux vous lire l'extrait. Sa mémoire était infaillible et il savait exactement comment cela sentait là 7 ans plus tôt. Une odeur de pierre, de fraîcheur humide et salée, et une odeur si pure que jamais être vivant, homme ou bête, ne pouvait avoir pénétré là. Or, c'est exactement l'odeur qu'avait l'endroit à présent. Donc 7 ans plus tôt, grâce à sa mémoire exceptionnelle, il se souvient que cet endroit sentait la même chose à son arrivée. Mais en fait, c'est comme si personne, comme si aucun être vivant n'avait jamais pénétré dans cette caverne. Parce que s'il n'y a pas d'odeur, si la grotte, enfin la caverne n'est même pas imprégnée de son odeur corporelle, ben c'est comme si Grenouille n'était pas vivant en fait. C'est vraiment comme si personne n'avait jamais pénétré dans cette caverne. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc je me dis, s'il n'a pas d'odeur, Grenouille ne peut pas être un être humain, même s'il a l'apparence d'un être humain. Mais dans ce cas, qui est-il? Est-ce que c'est une créature maléfique? Je n'en sais rien. Tout au long de ma lecture, je me suis demandé qui était vraiment Jean-Baptiste Grenouille. Est-ce que c'est... Je me suis demandé s'il était autiste, psychopathe, si c'était un monstre, un démon, un dieu même, mais un dieu au sens de la mythologie grecque par exemple. Ben, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Et je n'ai pas non plus ressenti d'aversion ou d'hostilité pour ce personnage, hein, malgré ses crimes. Peut-être parce qu'il a grandi sans amour et qu'il est peut-être victime de lui-même. Et aussi parce que l'auteur, Patrick Suskind, a une manière de décrire aussi ce personnage qui fait qu'on peut avoir une certaine empathie vis-à-vis de lui. Mais je sais que d'autres lecteurs ne seront pas du tout d'accord avec moi, puisque certains, je l'ai lu dans des critiques et dans des commentaires, ils ont ressenti du dégoût, hein, pour ce personnage. Voilà. Moi, je pense qu'il a une part de bien et une part de mal, voilà, qui ne peut pas être comprise par le commun des mortels. Et il se peut aussi que sa présence parmi les hommes ait une signification symbolique. Sa présence sur Terre n'est pas un hasard, il a peut-être une mission à accomplir en rapport avec le cœur des hommes. Hein, si vous lisez le roman jusqu'au bout, en fait, vous verrez que le don qu'il a et sa maîtrise des odeurs, en fait, lui permet de maîtriser le cœur des hommes. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, il faut savoir que l'histoire, elle est racontée par l'auteur comme une histoire vraie, comme une biographie, alors que c'est un roman. C'est bien un roman, mais il semble que la personne
qui a réellement existé dans l'histoire et qui a inspiré le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, c'est vraisemblablement l'espagnol Manuel Blanco Rosamanta, qui est né en novembre 1809. Il est considéré comme le premier tueur en série espagnol. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il transformait la graisse de ses victimes en savon. Et justement, il est question de graisse et de savon un peu plus loin dans le récit, puisque Grenouille va commettre d'autres meurtres de jeunes filles en fleurs. Rappelez-vous, j'avais parlé de son premier crime à Paris, et par la suite, je n'en dis pas plus, il va commettre bien d'autres crimes. Voilà. Donc, si on revient au premier tueur en série, donc Manuel Blanco Rosamanta, il finit par être arrêté, et pendant son procès, il avoue être l'auteur de 13 meurtres. Mais en fait, sur les 13, il n'y a que 9 meurtres qui vont lui être reconnus par la cour. Il est innocenté pour les 4 autres, parce que pour les 4 autres victimes, après enquête, il s'avère qu'elles sont mortes d'attaques de loups. Et pourquoi je parle de loups? Parce que le tueur s'est défendu pendant son procès en racontant qu'il était maudit, qu'il avait été victime d'une malédiction qui le transformait contre son gré en loup-garou pour tuer ses victimes. Bien évidemment, personne n'y a cru, hein, sa défense n'a pas tenu et il a quand même été condamné. Voilà.